BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Nous sommes jeudi et comme toutes les semaines à cette heure-ci, c'est Jean-François Filiatre, le directeur éditorial de Marché Gagnant, qui est en duplex avec nous. Bonjour Jean-François. Bonjour Cédric. Quel est votre sujet cette semaine ? Eh bien, vu la température, j'ai décidé de vous proposer un petit cocktail à base d'éducation financière, de politique monétaire, de livret A et autres placements avec ma copine Choupinette comme guest star. Alors, on commence par quoi ? Bon, on va parler politique monétaire puisque l'actualité d'hier a été assez chargée avec, d'une part, la hausse des taux directeurs de la Réserve fédérale américaine de 75 points de base. On n'avait pas vu ça depuis 1994. Mais également une réunion surprise de la Banque centrale européenne inquiète sur l'évolution des taux en Italie. Donc Cédric, petite question d'éducation financière. Qui a dit, si vous m'avez compris, c'est que je me suis mal exprimé? Une vedette, Alan Greenspan, l'ancien patron de la Fed, un des prédécesseurs de Jerome Powell. Ok, si je vous demande l'année? Oh là, c'était il y a un moment, je dirais aux alentours de la fin des années 80, au moment du crack, non ? Ouais, alors en fait, il avait pris ses fonctions juste avant le crack de 87. Il a été le patron de la Fed pendant près de 20 ans, de 87 à 2006. Et a priori, cette citation date d'avant les années 2000. Donc, j'aurais tendance à vous dire qu'elle est d'un autre siècle. Enfin, la fin des années 90, c'est pas si loin non plus. Ouais, autre siècle, autre époque. Je vais choisir les mots si ça vous fait plaisir. Toujours est-il que en ces temps anciens, je dirais, un banquier central pouvait parler ainsi aux investisseurs, même si on se rappelle qu'en 1994, lorsqu'il y avait eu les hausses des taux, ça s'était plutôt mal passé. Eh bien, aujourd'hui, Cédric, un tel comportement serait totalement jugé comme étant intolérable. Pourquoi ? Parce que la règle aujourd'hui, c'est d'être transparent, lisible, prévisible, pour que les investisseurs puissent prendre leurs décisions en connaissance de cause. Pourquoi vous nous parlez de la façon dont on s'exprime à Washington ou à Francfort, alors que vous aviez dit que vous vouliez parler de Choupinette et de son livret A ? Eh bien, vous voyez, moi je l'aime bien, Choupinette, et je pense qu'il faut la traiter comme on traite les investisseurs, et qu'elle devrait avoir les mêmes exigences qu'eux, notamment en termes de transparence. Ça y est, j'ai compris. Vous nous ramenez tranquillement vers le fameux débat sur la formule du livret A. On rappelle qu'au début de l'année, vous aviez dénoncé ici le non-respect des règles. Ouais, bonne mémoire. Alors, on va parler sur le sujet, et si vous voulez bien, on va se faire vivre aux téléspectateurs et aux éditeurs une vie de chroniqueur à l'antenne. Alors, l'histoire que je vous raconte... Le vie de Jean-François Filiatre. Exactement. Donc ça, on part dans les questions-réponses. Vous n'étiez pas là, c'était le 5 mai, c'était Stéphane Pedrazzi qui était aux commandes de l'émission. Et on a une question d'Élodie qui nous dit « J'ai entendu parler que le taux du livret A pourrait doubler. Est-ce que c'est de l'info ou de l'intox ?» Et je réponds alors que l'application de la formule, avec la moyenne des taux courts et de l'inflation, ça nous mène effectivement à un calcul aux alentours de 1,9%. Réponse qui vous avait, je m'en souviens bien, valu les foudres d'un téléspectateur. Exactement, il s'appelait Patrice et il m'avait envoyé un petit message en me disant « Vous êtes bien sympa, Filiatre, mais vous avez oublié que l'écart de taux entre deux fixations du taux du livret A ne pouvait excéder 50 points de base. » Alors, dans la foulée, qu'est-ce que j'avais fait ? Relecture des textes, contact avec la Banque de France et réponse à Patrice à l'époque, où je lui avais dit qu'a priori, il avait raison et que j'avais d'ailleurs dit qu'en refusant d'augmenter le taux au mois de mai comme la loi lui permettait, le gouverneur avait gagné habilement du temps. Pourquoi ? Parce que ça permettait de limiter la hausse des taux entre février et août à 50 points de base, alors que si jamais on avait eu une hausse des taux au mois de mai, on aurait pu faire 100 points de base. Je sens que votre vie, ma vie, ne fait que commencer. On est au premier épisode. Ah ouais, et en sortant du plateau, j'appelle un confrère que j'aime bien et avec qui j'échange souvent, en lui disant vous avez publié récemment un papier parlant de l'évolution du taux du livret A. Je ne suis pas sûr que vous ayez pas rattrapé un truc, alors je lui dis, il recoupe la Banque de France et il corrige son papier. Nouvel épisode donc. Ouais, 3 semaines plus tard, je revois un papier dans le même support avec un retour à la position d'origine. Alors là, j'ai 2 secondes de dispo, j'appelle mon confrère et je lui dis, tiens, vous avez bougé, pourquoi ? Réponse, il me dit, dans le texte, il est mentionné que l'écart entre 2 taux est transitoire et dixit la direction générale du Trésor, la transition est terminée. Oula, ça va être Dallas, non ?
Je ne suis pas sûr que les plus jeunes se rappellent de cet épisode. Moi, je dirais les choses autrement. Je ne pensais pas qu'on pouvait être journaliste d'investigation sur le sujet du taux du livret A, mais a priori, c'est envisageable. Alors, je contacte donc la Banque de France. Réponse à côté de la plaque, mais vient un confrère, parce que là, sur ce coup-là, on a décidé de chasser en meute. Donc, j'ai un retour disant qu'il faut voir le Trésor. Au passage, je trouve ça assez drôle qu'on confie au Trésor la lecture juridique des textes, parce que ce n'est pas leur fonction. Mais comme de toute manière, c'est eux qui les écrivent. Donc, je vais voir vers le Trésor. Et on me répond hier soir, on ne peut rien vous dire. Pour l'instant, on discute avec la Banque de France et vous verrez bien dans un mois. Rien du côté du cabinet du ministre ? Bah si, pour essayer de recouper mon info, j'ai demandé le rapport d'Emmanuel Constant qui avait été fait en 1998 et qui avait amené la nouvelle formule. Réponse impossible de vous communiquer ce rapport, il n'est pas public. Nous avons donc, pour fixer le taux du livret A, un texte que nulle autorité n'est capable d'expliciter clairement. Alan Greenspan, vieux loup d'une autre époque, sort de ce corps. Si vous m'avez compris, c'est que je me suis mal exprimé. Alors attendez, parce que du coup, il y a un truc que je comprends pas. D'habitude, vous êtes là pour défendre un peu Choupinette et les épargnants. Et là, finalement, vous êtes en train de nous dire, non, enfin voilà, c'est un petit peu antinomique, non ? Vous dites que je joue contre mon camp. Oui, je joue contre mon camp à court terme, a priori, mais je pense que la transparence est un phénomène majeur à long terme. Cela dit, je vous précise tout de suite le propos que je tiendrai à l'antenne dans un mois. Si le taux passe à 1,5%, je créerai aussi un scandale parce que je dirais que dans ce cas-là, il fallait me confirmer que l'écart entre deux taux ne pouvait pas excéder les 0,5. Et si on passe à 1,9, 2, voire plus, je dirais que ça ne sert à rien d'avoir des textes pour ne pas les appliquer. Bon, mais tout ça ne concerne encore que le livret A. Ouais, mais en fait, tout ça, derrière le livret A, je vais vous dire, le sujet, je l'ai traité justement parce qu'il ne concerne pas que le livret A. Cédric, dites-moi, est-ce que vous avez de la visibilité sur ce que va vous donner votre assureur sur le fonds en euros ? Tout du moins, si on regarde les contrats, la clause de participation bénéfice, c'est-à-dire qu'on touche 80-90% des bénéfices, non ? Alan Greenspan sort de ce contrat. Vous touchez ou des assurés touchent ? Ce n'est pas exactement la même chose. Et est-ce que vous touchez de suite ou est-ce que vous touchez plus tard ? Combien d'épargnants ont une clause de participation aux bénéfices rédigée comme la vôtre et qui se retrouvent aujourd'hui avec des taux différents selon leur investissement en unité de compte alors que c'est nullement prévu au contrat ? Mais Cédric, allez, on va poursuivre pour jouer. Le sujet majeur cette année en assurance vie, ça va être les réserves. Question, comment connaissez-vous la politique de redistribution de votre contrat ? Il faut qu'on nous rende les réserves au bout de 8 ans. Alors, il paraît qu'il faut rendre. En fait, les réserves, elles ne sont pas rendues cette année. Il y a un exemple qui est assez drôle, c'est l'affaire qui avait été en avance en publiant une très grande transparence sur ces réserves, en disant qu'ils reversaient dans les 6 ans. 6 ans après la première opération, j'ai constaté qu'ils avaient retiré leur tableau de leurs lettres aux adhérents. On le sait tous, il n'y a pas de redistribution systématique dans le délai des 8 ans. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, on fait rouler la position. Est-ce que maintenant, vous voulez qu'on ouvre le dossier des SCPI ? Oui, mais rapidement. Il y a un manque de transparence aussi, là ? Depuis que le marché est à capital variable, le prix départ n'est plus fixé par le marché, mais il est fixé par la société de gestion. Et quant au sujet des distributions de plus-value et de mise en réserve, qui décide ? La société de gestion. Même si là, j'avouerai qu'on est quand même beaucoup plus propre, puisque la décision est validée par une assemblée générale des porteurs, ce qui n'est pas le cas en assurance vie dans les contrats associatifs. Bon, donc vous voulez plus de transparence ? Ouais, un mot sur l'éducation financière, parce que j'ai commencé par ça. Moi, je trouve qu'il est quand même gênant que les principaux acteurs en France de l'éducation financière, les principaux tenants de l'adage « si tu m'as compris, c'est que je me suis mal exprimé ». Cet adage, en fait, on pourrait le dire autrement. Il y a une autre phrase qui est connue, c'est « quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup ». Eh bien, j'ai fait les comptes. L'épargne réglementée, c'est 500 milliards. Le fonds en euros, c'est plus de 1000 milliards. Les SCPI, c'est près de 100 milliards. Ça fait environ les 2 tiers de l'épargne financière, hors dépôt et actions non cotées, où le principe du « quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup », il est applicable. Alors je vais vous dire, aujourd'hui, il fait chaud. On va parler des règlements climatiques et finances durables. Tout le monde va se focaliser sur le E de l'environnement. Moi, je sais qu'il faut aussi s'intéresser au G de la gouvernance. Et sur le sujet de la gouvernance, de la place en termes d'épargne, je pense qu'il n'y a qu'un seul qualificatif qui est applicable, c'est pitoyable.